Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo encore une fois cas clinique et qui va concerner des patients sportifs. Sportifs, on va dire entre voilà, haut niveau, semi-pro et même professionnel sur la fin. Avant de commencer, bah toujours si vous voulez me rejoindre sur mon Instagram ici, hein, le contenu là-bas il est clairement différent. Le but c'est de discuter, on se marre un petit peu. Si je vois des études qui passent, on en parle aussi. Ensuite, le compte TikTok, juste pour avoir les 1000 abonnés pour faire des débats, ça monte pas. Donc ça commence à être un peu... Bon, l'idée commence à ne plus être d'actualité, limite. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Et donc, au niveau temps estimé de la vidéo, je pense que ça va durer 1 heure, on va dire, à peu près. À peu près. Donc on va voir pourquoi les patients sportifs, c'est pas forcément les meilleurs patients. Bien évidemment, j'ai choisi 3 cas pour illustrer ça, hein. C'est absolument pas une vérité absolue. Avant de continuer, bah, la playlist à regarder, hein. Donc on est dans la playlist des cas cliniques. Donc c'est un mix entre applications pratiques avec des études scientifiques et à chaque fois des sujets différents. Là, la dernière, c'était sur pourquoi les professionnels de santé, des fois, on fabrique des malades. Ça peut être des échecs thérapeutiques, ça peut être des choses en lien avec le triage et des cas complexes, les croyances, ben voilà. Tout un tas de choses, franchement, je pense que c'est une bonne playlist. C'est pas forcément celle qui marche le plus, mais je pense que ça peut aider dans la pratique. Donc on va commencer avec le premier patient. Ce patient-là, c'était un homme de 25 ans, bodybuilder, qui vient pour des douleurs au coude, assez intenses, et qui traîne depuis un moment, 8-10 mois environ. Donc il s'est autodiagnostiqué, hein, donc une tendinite et qui a été confirmée par le médecin. Il a vu son ostéo plusieurs fois, 4 ou 5 fois, et à côté des séances de kiné, il a continué de voir son ostéo. Alors, le, et en général, les go muscu, ils aiment beaucoup l'aspect biomécanique et anatomie des choses donc, qui sont en rapport avec la muscu. Ils aiment bien l'appliquer pour essayer de comprendre leur douleur. Et en fait, ils se retrouvent en fait coincés dans cette histoire un peu biomédicale, l'explication biomédicale de la douleur, qui n'est pas forcément la plus pertinente. Et en plus, j'ai l'impression, ça c'est après c'est un avis personnel, hein, qu'en général, ils ont tous un ostéo, qui est le meilleur hein, d'ailleurs à chaque fois, ou qui est très bon, et en fait, bah, l'ostéo, il a un prisme hyper anatomique et biomécanique, et du coup, les deux, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent bien. Et souvent, bah, les go muscu, ils vont plutôt voir des ostéos que des kinés. Et ça, moi, j'ai l'impression. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Et donc, il y a une rééducation qui a été mise en place avec des étirements au niveau de l'avant-bras pour étirer la zone et du renforcement des extenseurs. Ça, c'est le classique des go muscu quand ils ont mal au coude. Le contexte, alors c'était il y a longtemps. J'ai essayé de me rappeler, j'ai essayé de me rappeler au mieux de ce cas clinique-là. Bilan, donc en fait il y avait tout un tas de choses intéressantes, hein. Il y avait une augmentation de la charge d'entraînement dans un contexte de déficit calorique parce qu'il y avait une préparation de compète de bodybuilding avec un sommeil éclaté qui était peut-être dû au déficit calorique, à la période de stress, enfin tout un tas de choses, hein. Donc c'était quelque chose comme 6 heures de sommeil, mais très découpé avec beaucoup de réveils la nuit. Et moi ce que j'avais vu c'est que il y avait une mécanosensibilité du nerf radial avec quand on mettait en étirement, ça tirait et ça brûlait dans la zone. Donc on va juste faire un petit point parce que le sommeil éclaté, mécanosensibilité, donc là j'ai fait un petit point sur le manque de sommeil et les douleurs. Alors douleurs neuropathiques, hein. Douleurs neuropathiques c'est pas vraiment de la mécanosensibilité, hein. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais pour comprendre un petit peu pourquoi les douleurs neuropathiques elles peuvent augmenter avec le manque de sommeil, ou de toute façon on sait que de manière générale les douleurs augmentent avec le manque de sommeil, hein. Donc on va regarder ça avec la première étude qui a été menée sur des souris ou des rats. Donc la privation de sommeil après une lésion aggrave la douleur neuropathique avec une augmentation de l'allodynie mécanique. Donc allodynie mécanique, c'est un stimulus qui n'est pas douloureux qui devient douloureux. Donc par exemple ça peut être passer la main comme ça sur la peau, ça fait pas mal. Si vous avez un coup de soleil, si je passe et que j'appuie un peu plus, ou que c'est le même stimulus. Si j'appuie, ça fait pas mal, et si j'ai un coup de soleil, j'appuie, ça fait mal.
L'hyperalgésie thermique, c'est par exemple, et donc on peut voir aussi de l'hyperalgésie thermique qui va se présenter. Ça, c'est par exemple, vous allez sous la douche, vous mettez de l'eau sur votre cou et passer une température, ça va brûler, ça va vous faire mal. Si vous avez un coup de soleil sur le cou, bah, la même température, ça va vous faire encore plus mal. Mais ça, c'est des termes que vous connaissez, hein. Les niveaux de mélatonine sont réduits pendant la privation de sommeil. La privation de sommeil post-lésion amplifie l'activation des microglies, enfin de la microglie, et augmente les cytokines pro-inflammatoires. Et donc tout ça, ça peut expliquer justement cette augmentation des douleurs neuropathiques. Et si on va plus loin, en fait, on a tout un tas de choses qui peut expliquer cette augmentation de la douleur. On a au niveau opioïde, en fait, la privation de sommeil qui va réduire l'activation des récepteurs opioïdes. Le système opioïde endogène est essentiel pour réguler la douleur naturellement. Ça, on l'a vu dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'effet placebo. À la fin de la vidéo, je vous ai mis la miniature pour que vous puissiez aller la voir si vous voulez. Quand cette activation diminue, il devient plus difficile de contrôler la douleur, ce qui pourrait conduire à une sensibilité accrue et à une efficacité réduite des analgésiques. Dopamine, l'activation dopaminergique est diminuée en cas de privation de sommeil. La dopamine joue un rôle dans le contrôle de la douleur et la régulation du cycle veille-sommeil. Une diminution de cette activité peut abaisser la tolérance à la douleur et augmenter la sensibilité. Ensuite, on a la 5-hydroxytryptamine. Donc ça, en fait, c'est la sérotonine, hein. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans la régulation de la douleur et de l'éveil. Les variations de ces signaux et la diminution de la sensibilité de ces récepteurs pourraient contribuer à une plus grande sensibilité à la douleur. Système immunitaire, la privation de sommeil entraîne une augmentation de la sécrétion de médiateurs inflammatoires tels que les interleukines, là vous avez toute la liste, et le facteur de nécrose tumorale, hein, donc le TNF. Et donc ces molécules pro-inflammatoires, elles peuvent contribuer à la sensibilisation centrale, augmentant ainsi la perception de la douleur. Et ensuite, on a l'orexine, donc avec le niveau d'orexine qui diminue dans l'hypothalamus et le liquide céphalorachidien. Les orexines régulent l'éveil et la vigilance, et leur diminution perturbe la régulation de l'éveil, ce qui peut aggraver les problèmes de sommeil et influencer indirectement la perception de la douleur. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc on n'a pas encore tout vu, il y a encore deux petites parties à voir juste après, mais en fait on a des choses qui vont agir directement sur la perception de la douleur, ou alors sur le sommeil, et s'il s'agit que sur le sommeil, bah en fait ça dégrade votre sommeil, mais le fait de dégrader le sommeil, bah, ça va augmenter la douleur, et donc c'est le lien indirect qu'on peut voir ici. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place avec la privation de sommeil qui peuvent expliquer l'augmentation des douleurs, par exemple neuropathiques. Donc ça peut être intéressant d'évaluer un peu le sommeil chez vos patients qui ont des douleurs de manière générale, mais aussi chez les patients qui ont de la douleur neuropathique. Ensuite, on a l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et donc la privation de sommeil perturbe le rythme quotidien du cortisol. Ça, les gomuscu, ils aiment bien parler du cortisol aussi. Une hormone liée au stress et à l'inflammation. Les perturbations de cet axe peuvent amplifier la réponse au stress et affecter la sensibilité à la douleur. Quand je dis les gomuscu, je m'inclus dedans, hein, ok? Donc y a des erreurs que j'ai faites aussi quand j'étais go muscu, et donc j'aime bien en rigoler, hein. Je me moque pas juste des go muscu en m'extrayant du groupe, hein, je m'inclus dedans. Et l'adénosine, donc la concentration d'adénosine augmente avec la privation de sommeil. L'adénosine est un régulateur du sommeil qui peut également influencer la perception de la douleur. Une augmentation de ces niveaux est associée à une sensibilité accrue à la douleur, mais elle peut être atténuée par des antagonistes de l'adénosine, comme la caféine. Voilà, pareil, là, quand on est go muscu, en général, on consomme des doses assez élevées de caféine. Enfin, on peut, hein, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, en termes de croyances, et ça, on va aborder ce thème-là tout au long de la vidéo. Donc, en termes de croyances, il y avait des croyances biomécaniques, hein, avec les déséquilibres musculaires, la raideur des fascias, la douleur, c'est une lésion. Donc, on a le déséquilibre musculaire, justement, qui explique à peu près 90% des douleurs en musculation, hein. J'ai mal au coude, ah, c'est parce que j'ai un déséquilibre entre mes extenseurs et mes fléchisseurs. Ça, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps sur les réseaux. J'ai mal à l'épaule, ah, mais oui, mais parce qu'il faut que tu fasses 2 fois plus de tirage d'exercices de développé. J'ai mal au genou, il faut que je rééquilibre mes cuisses. J'ai vu une personne qui disait qu'elle avait mal au genou et elle avait. On dit en général qu'il faut travailler le vaste médial, mais là en fait lui il avait senti que c'était pas le vaste médial le problème, c'était le vaste latéral. Alors il a mis un complexe pour stimuler le vaste latéral et depuis ses douleurs sont parties. Voilà, donc le go muscu il a un prisme très équilibre quoi. Faut que tout soit équilibré. Donc il y a toujours un déséquilibre et partout c'est des tendinites. T'as mal au coude, c'est une tendinite. T'as mal à l'épaule, c'est une tendinite. T'as mal au genou, c'est une tendinite. Sauf le dos, c'est l'hernie discale. Voilà. Donc les blessures en muscu, selon les réseaux, c'est la tendinite et l'hernie discale.
Donc c'était un patient qui avait qui était venu au cabinet et donc j'ai très vite compris c'était voilà l'option panoplie de la vieille gun deal, confiance extrême dans ces personnes-là. Donc moi je m'occupe de pas mal de personnes qui font de la musculation et dès qu'il y en a qui suivent vraiment on va dire les préceptes de la vieille gun deal qui les suivent les yeux fermés surtout, on sait que niveau croyance voilà. Alors on va pas forcément lutter contre les croyances, mais ça peut juste voir est-ce qu'elles vont nous limiter. Et si elles vont nous limiter, bah peut-être aller un petit peu interroger ces croyances-là, quoi. Pas forcément les- tout de suite vouloir les changer, hein. Ensuite, la brûlure est expliquée par c'est le tendon parce qu'il avait lu une étude qui disait ça, je crois, ou en tout cas il l'avait lu quelque part. Et en plus, l'ostéo a dit il faut les tirer. L'ostéo, c'est son pote, il le connaît depuis longtemps, il va le voir tout le temps. Donc pareil. En fait, moi j'étais la personne à qui il a accordé le moins de confiance. Objectif, bah, c'était d'avoir donc il y avait une douleur à 8 sur 10 sur les exos qui sollicitaient le coude, hein, notamment en pronation. Et tous, donc il pouvait faire de la supination, du travail en prise neutre, mais dès que ça passait en pronation, c'était trop douloureux. Et un de ses objectifs, en fait, c'était de diminuer juste assez la douleur pour après finir, lui, la rééducation tout seul. Il n'y avait pas forcément d'objectif d'avoir zéro douleur et tout ça. Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu, et ça je trouve ça un peu problématique, des personnes qui sont coachs et qui font des suivis sans douleur en disant qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Je ne sais pas comment on peut proposer un suivi qui amène à aucune douleur. Voilà. Alors le traitement, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait de la neurodynamique. Donc dans la neurodynamique, qu'est-ce que... Alors bon, la neurodynamique en général, hein, vous savez, hein, c'est le but où c'est de faire glisser le nerf ou de mettre en tension le nerf. En gros, ça va être de mobiliser le tissu nerveux avec des mouvements ultra précis et tout ça. Bon, moi, de la neurodynamique, à partir du moment où en fait on fait un mouvement, le nerf il bouge, c'est de la neurodynamique. Par exemple, du curl biceps, ça peut être de la neurodynamique, hein. Il y a le coup displi, il se tend, c'est de la neurodynamique. Ensuite, on avait fait ce que j'appelle des faux étirements et on avait aussi fait un peu de renforcement du supinateur. Donc là, c'était aussi pour répondre en partie aux attentes, hein. Fallait des étirements. Donc il y avait, lui, c'était des étirements comme ça. Et on a vu qu'il y avait une mécanosensibilité. Donc étirer le nerf, c'était quand même pas optimal. Donc on avait fait des mouvements, donc je vais montrer des étirements avec un coude un peu plus fléchi, ou du travail, on avait fait du travail du supinateur pour mobiliser la zone douloureuse, parce qu'il y avait une attente par rapport au travail local. Donc on avait fait ça, donc ça c'était pour répondre aux attentes. Et je trouvais plus pertinent de dire on va faire des faux étirements et du travail un petit peu dessus pour répondre aux attentes, plutôt que dire on arrête les étirements, sachant que si j'avais dit on arrête les étirements, je pense qu'il les aurait fait quand même. Donc au lieu d'arrêter les étirements et que lui les fasse, on a pris les étirements qu'il faisait et on a diminué l'intensité et la fréquence. Quand je dis la fréquence, c'est que c'était tout au long de la journée. Le matin au réveil pour réveiller un petit peu le coude, avant l'entraînement, après l'entraînement, le soir avant d'aller se coucher. Donc on a diminué la fréquence et l'intensité. Donc je me suis dit au moins on va pouvoir manager un petit peu plus. Que si je lui dis t'arrêtes et qu'il le fait et qu'il ne me le dit pas, bon bah en fait on va perdre ce côté-là de savoir où on est dans la contrainte mise au niveau du coude. Donc j'ai préféré faire ça. Adaptation des exercices de renfort des extenseurs, pareil, il faisait du coude tendu, donc ce qu'on a fait c'est coude fléchi. Voilà, bon, c'était encore un peu de l'amplitude complète, quasi complète, mais au moins pareil, on a réduit un petit peu la tension, voilà. Donc les conseils c'était de diminuer les étirements en fréquence et en intensité. Et sommeil et nutrition, c'était pas gérable. Bah, nutrition, fallait que le déficit calorique il continue. Et le sommeil, bon, bah, c'était pas, il y avait pas grand chose à faire non plus de ce point de vue-là. Surtout que peut-être c'était lié à la nutrition ou au contexte de la compétition. Donc, difficile d'agir dessus. Ensuite, on va faire une petite pause là sur cette infographie qui date, je crois que la date de publication c'est 2021. Et on va revenir dessus et je vais vous lire point par point. Donc ça dit en gros qu'il y a plus de douleur que de dommages tissulaires et c'est des 8 principes pour prendre en charge en fait une douleur aiguë non traumatique dans le cadre sportif. Donc, en l'absence de traumatisme, ne présumez pas que la douleur indique des dommages au tissu. En l'absence de traumatisme, ne présumez pas que la douleur indique des dommages au tissu. Donc j'ai mal égale tendinite, doucement, doucement, ok? Pas forcément. C'est peut-être juste une zone sensible, voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dire, ah oui, non, mais c'est cette structure-là qui fait mal, bon, voilà. Ok? Ne demandez pas d'imagerie sauf en cas de suspicion de pathologie grave ou lorsque l'imagerie influence directement les soins. Ça, vous connaissez peut-être aussi le sportif qui se fait une lésion quelque part, lésion musculaire ou tendinite, hein, pourquoi pas, ou hernie discale. Et en fait, il a passé un examen, il y a la hernie,
Et ça va mieux et tout, et avant de reprendre le sport, s'il a complètement arrêté, vous dites: «Ah oui, mais faut peut-être que je repasse une IRM pour voir si la hernie elle a réduit, sinon, c'est dangereux tout ça». Bon, il y a pas forcément de corrélation entre, ce qu'on voit à l'imagerie et les douleurs, et vous voyez en plus il y a un drapeau rouge ici, donc c'est que en cas de suspicion de pathologie grave. Sinon on fait pas de il y a pas de raison de faire d'imagerie, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai pas mise, mais sur justement le problème de l'imagerie et comment ça peut fabriquer des malades, hein, l'imagerie. Explorer les facteurs biopsychosociaux qui peuvent contribuer à la douleur. Donc le bio en général en muscu ça va, le social bon très difficile d'agir dessus, le psycho ça peut être le catastrophisme, hein, qui se traduit par la rumination, l'amplification, l'impuissance. On peut retrouver ça dans des phrases du type pour la rumination, je n'arrive pas à m'en débarrasser, ou des personnes qui pensent très souvent dans la journée. L'amplification c'est je me demande si quelque chose de grave peut arriver, ou est-ce que ça va pas s'empirer, ah, ça va être de pire en pire, c'est une catastrophe. Et l'impuissance, c'est cette impression, c'est j'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer, un petit peu un côté détresse, avec le fait qu'on peut pas en fait s'en sortir et que ça partira pas cette douleur. Donc évaluer les facteurs psycho, voilà, en musculation par exemple, vous avez des patients enfin pas forcément comme musculation, mais là c'est le thème de la vidéo, le sport, qui ont mal au dos, et ils vous disent ah oui, mais de toute façon, ils ont passé un IRM à 20 ans avec, il y avait une protrusion discale, il fait ah oui, de toute façon j'ai un dos flingué, voilà, et donc en fait ils tombent un petit peu dans bon, bah, dans l'impuissance et dans le ouais, bah c'est mon dos, il est comme ça, quoi, alors que en fait, bah, peut-être justement, ça on arrive au point suivant, transmettez des messages positifs sur la douleur lors de l'examen et du traitement. Faut être positif. Quand il n'y a pas de raison de s'inquiéter, faut être positif. Et du coup, pour pas avoir de raison de s'inquiéter, faut faire un bilan. Hein, vous vous rappelez, on rassure une fois que le bilan il est fait et qu'on est sûr qu'il n'y a rien. C'est pas le patient il vient vous voir, ah oui, j'ai des douleurs dans ma jambe, je crois que mon nerf il est bloqué, et vous dites non mais vous inquiétez pas, un nerf ça se bloque pas, non mais ça va aller, vous inquiétez pas, vous faites un bilan, le nerf il fonctionne quasiment plus, vous devez l'envoyer chez le médecin ou aux urgences, vous avez l'air débile. Donc on rassure une fois qu'on a tous les éléments qui nous permettent de rassurer la personne. Améliorer la tolérance des tissus à la charge et à l'exposition du sport. Bon, ça en général, c'est des choses qui sont maîtrisées, hein. La remise en charge progressive. Utiliser les traitements passifs uniquement comme complément à une gestion active. Ah, traitement passif. Mais est-ce que l'ostéopathie, avec son traitement mono-interventionnel, ne serait pas en fait, euh, qui est la thérapie manuelle, ne serait pas un traitement passif? Bon, je rigole, je taquine, mais en vrai, il y a de plus en plus d'ostéos qui proposent en plus thérapie manuelle, plus combinée avec de l'exercice, hein. Utiliser la prise de décision partagée pour renforcer l'auto-efficacité. Donc le patient, il décide aussi en partie, hein. C'est pour ça que vous voyez que je fais avec les attentes et tout ça, hein. Adopter une approche interdisciplinaire pour délivrer un message unifié. Et donc voilà, effectivement, le fait de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, ça peut être pas mal. Après, il faut travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui travaille comme vous, hein. Si vous vous dites oui, non, mais vous inquiétez pas, la posture, c'est nanani, c'est pas, ça n'a pas d'impact dans les blessures ou ça en a très peu, tout ça, et que vous travaillez avec un podologue qui fait des bilans postureux et qui dit vous avez mal parce que vous êtes tordu, bon là, ça va pas le faire. Donc, il faut travailler, il faut être multidisciplinaire, mais avec des gens qui ont une approche similaire à la vôtre. Et juste pour revenir sur les psychosociaux, effectivement, il y a le catastrophisme et la peur évitement, hein. Ok, donc j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah oui, mais c'est un mec qui donnait justement, qui faisait des suivis contre la douleur et des suivis sans douleur et qui disait oui, mais si vous avez mal au dos, bah faut faire des exercices où vous êtes calé, où ça bouge pas et tout ça. Bon, bienvenue en 1980. Non, on peut bouger le dos. Juste un cas, par exemple, si vous avez un patient qui a une sténose, en général, ils aiment bien la flexion. Bah, plutôt faire dans ce cas-là des exercices de muscu avec de la flexion lombaire, très bien. Pourquoi pas? Et avant de revenir, là on a parlé vite fait de l'ostéopathie, donc on a rigolé un petit peu ici. Il y a cette vidéo-là que vous pouvez aller voir, et donc où il y a une grosse critique de l'ostéopathie. Bien évidemment, l'ostéopathie, on a le droit de la critiquer, faut la critiquer. C'est pas, mais donc voilà, il faut la critiquer. Les ostéopathes, quand on critique l'ostéopathie, il faut pas que vous vous sentiez attaqué. Après, si vous amalgamez ou vous vous essentialisez à votre pratique, ça c'est votre problème, mais il faudrait pas le faire. Et moi, je vais prendre mon exemple personnel, je suis kinésithérapeute, je critique la kinésithérapie parce que j'ai envie de la faire avancer aussi. Et la vidéo juste avant, vraiment, c'est juste avant celle-là, hein, qui est aussi un cas clinique et tout ça, et bah, je parle du système de soins conventionnel et j'explique pas mal de défauts qu'il a, mais parce qu'en fait le but c'est de s'améliorer. Donc la critique, ça améliorera les choses. Et de toute manière, l'ostéopathie de base, c'est éclaté, hein, ça repose sur des concepts philosophiques, un mono-interventionnisme, il y a plein de problèmes que j'explore là-dedans, mais il faut être d'accord avec la critique, hein.
Voilà, faut être à l'aise avec la critique. Et c'est comme je dis, comme je vous ai dit, hein, c'est pas parce qu'on critique l'ostéopathie qu'on critique directement les ostéopathes. Euh, on respecte les gens, les idées, les philosophies, les pratiques, on n'a pas à les respecter, hein, voilà. Donc on continue d'avancer. Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce patient-là? Bah, donc, mise en place du protocole, 2 semaines plus tard je le revois. Enfin là je dis 2 semaines, mais en fait je sais que je l'ai revu plusieurs. Je le voyais pas toutes les semaines. Alors est-ce que c'est 2, 3, 4 semaines? J'en sais rien. Il n'y avait pas eu de changement, et l'ostéo il avait dit que l'étirement du supinateur a créé une instabilité du coude. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Alors, les étirements étaient moins forts, tout ça, mais c'est les exercices que j'ai proposés qui ont créé une instabilité du coude. Alors, une instabilité d'épaule, par exemple, voilà, on peut en développer comme ça. Instabilité postérieure, antérieure, pas forcément sur cas de traumatisme. Le coude, je connais pas vraiment les tests, mais il me semble quand même que c'est peut-être un peu plus d'origine traumatique, hein. Voilà. Euh, pour l'épaule, on peut avoir des instabilités qui ne sont absolument pas traumatiques. Donc j'y crois moyen à cette histoire d'instabilité causée par les exercices qu'on a fait. Enfin bon. Plus tard, alors il y avait eu une annulation de la compétition. Il était parti en vacances avec moins de sport, plus de sommeil et moins d'étirement. Alors pourquoi moins de sport et moins d'étirement? En fait, il était parti en rando, je crois, avec des potes à lui. Et du coup, il n'avait pas le temps pour les étirements, il n'avait pas fait de muscu, et ça allait mieux. Et en fait, je l'ai revu bah, après les vacances. Je l'ai pas revu au cabinet, je l'avais croisé et je lui avais demandé, bah, donc il me dit ça et tout, ça va mieux. Et moi, je lui ai demandé à un moment donné, bah, comment t'expliques que ça va mieux? Et il me dit, bah, les séances d'ostéo m'ont vraiment aidé. Et en fait, là, je me suis dit, ah ouais, mais il y a vraiment une, une discordance, en fait. Enfin, il y a une confusion, je pense, entre corrélation et causalité. Je pense que la douleur a dû diminuer à ce moment-là, pendant les vacances. Peut-être qu'il a revu son ostéo après, et que quelques jours après, en fait, ou quelques semaines après, il y avait vraiment plus de douleur. Et il a mis ça sur le compte de l'ostéopathie, alors qu'en fait, surtout qu'il y a eu 15 séances d'ostéo au total, bon, j'exagère peut-être, mais il y en a eu beaucoup. Ouais, il y avait quasiment aucune amélioration, et plus on en fait, plus ça s'améliore. Bah, c'est peut-être juste l'évolution naturelle du coude, avec le repos qui a été augmenté, un meilleur sommeil et tout ça. Mais voilà, ce qu'on peut retrouver, ça peut être un peu frustrant. Alors là, c'est moins frustrant parce qu'au final, moi je l'avais pas suivi longtemps, mais ça peut être frustrant quand vous avez vraiment mis en place un protocole, que vous avez des bonnes raisons de penser que c'est vous qui avez amélioré les choses et qu'on vous dit, mais c'est l'ostéo en fait, toi t'as rien fait. Donc là, c'est l'instant promotion, donc je vous parle de ma formation sur les drapeaux rouges, donc que je suis en train de mettre à jour en ce moment. Alors j'appelle ça une mise à jour, mais en fait c'est vraiment une refonte complète. Je m'étais limité à certaines choses la première version, et j'ai un peu voulu faire sauter cette limite pour vraiment proposer quelque chose d'encore plus complet. Donc par exemple, la première version, vous l'avez sur la chaîne YouTube, donc avec, voilà, elle fait 27 minutes. Je vous ai mis une nouvelle version sur YouTube, donc la version 2, qui fait 40 minutes, et en plus je me suis aperçu, j'ai re-regardé il n'y a pas longtemps, que j'ai oublié des séquences au montage, donc elle aurait dû être un peu plus longue. Et là j'ai tourné la version finale enfin la dernière version en tout cas, à l'heure actuelle, qui fait 1h06. Donc c'est pas pour dire oui, je vends 10 000 heures de formation, on s'en fiche du nombre d'heures, c'est juste qu'il y a des informations nouvelles qui sont apportées. Donc si vous cherchez une formation qui juste vous dit les drapeaux rouges c'est ça, voilà, bon, elle sera peut-être pas appropriée. Là on va vraiment plus loin. Par exemple pour le syndrome de la queue de cheval, bah on voit effectivement les drapeaux rouges, on voit ce qu'on appelle les drapeaux blancs, on voit comment combiner les drapeaux rouges, on voit les symptômes que peuvent causer le syndrome de la queue de cheval, quelles vont être les évolutions à partir du moment, enfin après l'opération. On parle aussi de ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval négatif au scanner, avec des propositions de réorientation pour les patients ou de prise en charge multidisciplinaire, parce que c'est peut-être des choses où la kiné ne sera pas suffisante seule, voilà. Donc ça c'est donc dans la formation il y a 4 modules. Dans le module de neurologie, il y a une partie sur le syndrome de la queue de cheval que vous pouvez consulter, en sachant que c'est pas tout à fait la version qu'il y a dans la formation à l'heure actuelle sur YouTube. Plus tard je la remettrai, mais je vais pas publier 50 vidéos sur le syndrome de la queue de cheval. J'attendrai un peu avant de remettre une nouvelle version. Donc ça c'était pour l'instant promotion. Et juste pour ceux qui ont pris la formation il y a longtemps et qui l'ont fini, bah peut-être que ce serait intéressant de la refaire. Pour ceux qui viennent de la prendre maintenant et qui n'ont pas commencé ou qui sont en train de la commencer, attendez peut-être un tout petit peu avant de vous y mettre, fin novembre, début décembre, parce que en fait je vais tout changer, donc au lieu de faire une partie avec l'ancienne et une partie avec la nouvelle, ou de vous taper l'ancienne et après de refaire la nouvelle dans la foulée, bah attendez peut-être un tout petit peu,
toute façon, même en achetant à l'heure actuelle, avec le lien qui est en description, là vous avez l'ancienne version à l'heure actuelle, mais je vais mettre la nouvelle, hein, donc en achetant maintenant, vous aurez accès à la nouvelle. Voilà. C'est juste que j'ai pas encore mis tous les fichiers, j'ai pas encore mis les fichiers, les nouveaux fichiers dessus, mais ça va arriver. Voilà. Et donc on va partir sur le cas clinique numéro 2. Donc là c'était une femme de 20 ans qui faisait du karaté et qui vient pour me voir pour des douleurs de hanche, notamment quand elle met des coups de pied à une hanche, et des douleurs aux deux genoux, en revanche, quand elle fait des étirements, parce qu'elle fait beaucoup d'étirements, et ça dure depuis 9 mois avec des douleurs bon, qui sont supportables en vérité, hein. Diagnostic, donc c'est une douleur de hanche, elle a vu aucun professionnel de santé à part son médecin, qui a fait un bilan très sommaire, hein, et qui a juste mis sur l'ordonnance douleur de hanche, sans examen complémentaire. Elle suit les conseils de son coach, hein, c'est le coach qui la suit depuis très longtemps, donc elle a beaucoup de confiance dans son coach. Et elle a mis en place jusqu'à présent donc des étirements, beaucoup d'étirements, et c'est une ancienne gymnaste, donc les étirements, elle en faisait beaucoup avant, elle en fait beaucoup maintenant. Et en plus, bon, elle a un certain niveau, donc poussée par les parents qui font faire ses étirements à la maison, donc les étirements, ça fait vraiment partie de sa vie. Au bilan, ah bah, mécanosensibilité, bah, à chaque fois j'ai l'impression qu'on retrouve ça au bilan. Alors c'était une mécanosensibilité qu'il fallait un petit peu chercher dans le sens où en fait, si vous faites juste un test d'évaluation jambes tendues, admettons, chez elle, si vous vous arrêtez à ce que vous faites d'habitude, voilà, fallait vraiment aller chercher loin. Mais on avait la reproduction de la douleur et on avait, alors surtout pour les genoux, hein, ça c'était pour les genoux, et on avait cette différenciation structurelle qui est nécessaire pour déterminer une mécanosensibilité. Il y avait des problèmes de force, en fait, il y a des pertes de force en fonction de certaines positions au niveau du rachis lombaire notamment. Et il y avait un décalage entre amplitude passive et active au niveau de la hanche, mais qui était assez impressionnant. Donc ça veut dire que quand on prenait sa jambe et qu'on l'a amenée très très loin, elle pouvait y aller, mais elle seule, en fait, elle n'arrivait pas. Et si on prenait sa jambe et qu'on l'amenait, on lui disait tiens, tiens, tiens ici, et ben hop, ça redescendait très bas. Donc il y avait vraiment un gros décalage ici. Croyance, il faut étirer, hein, c'est la solution. Trouver le bon étirement. Des fois, vous avez des patients et ils vous demandent le bon exercice. Bah là, c'était même le bon exercice, c'était vraiment très spécifique, c'était le bon étirement. C'est quoi le bon étirement? Et en fait, elle avait toujours tout réglé avec des étirements. Donc dès qu'il y avait une petite douleur, fallait les étirements. Dès qu'il y avait, fallait augmenter les performances, c'était les étirements. Donc voilà. Donc les étirements, il va en falloir dans la rééducation. Ça, vous l'avez compris. Le traitement. Donc dans le traitement, on a fait du renforcement, notamment en fin d'amplitude, hein, parce que quand on a un décalage comme ça, entre l'amplitude passive et l'amplitude active qui va jusque-là et l'amplitude passive qui va beaucoup plus loin, en fait on se retrouve dans une zone où c'est difficile de générer de la force, c'est une zone où on a peu de contrôle moteur, et donc c'est une zone où peut-être on a des risques de se blesser, hein, dans le sens où, en fait, par exemple, pour aller chercher des coups hauts, et ben, en fait, la souplesse était présente, mais c'était pas les... Enfin voilà, avec l'élan, la vitesse au début, ça allait chercher haut, mais si on demandait d'y aller sans tout ça, en fait, il y avait vraiment une grosse limitation. Donc le but, c'était de générer de la force et des adaptations aussi des tissus dans ces zones-là. Donc là, on revient sur un des critères de tout à l'heure, c'est la remise en charge progressive de ces tissus dans cette zone-là. Moins étiré ou des alternatives aux étirements. Donc pourquoi moins étiré? Parce qu'en fait, justement, ça provoquait des douleurs. Alors c'était difficile, on pouvait pas ne pas étirer, hein, comme je vous ai dit. Donc on étirait, on essayait de trouver des alternatives sur des étirements pour éviter de redéclencher justement les douleurs qui pouvaient être créées par ça. Et on faisait des mouvements répétés du dos parce qu'en fait, alors ouais, il y avait un double problème. En fait, c'est que les étirements qu'elle faisait, ça redéclenchait des douleurs, par exemple dans les genoux. Mais en fait, la position dans laquelle elle était, en général, au niveau du dos, pour faire ses étirements, en fait, c'était la position où il y avait ses pertes de force et tout ça. Donc c'était peut-être pas très bon pour elle de les maintenir, donc on essayait à chaque fois de compenser ça avec des mouvements, justement, qui étaient mieux pour elle et dans lesquels elle avait plus de force dans les jambes. Donc, en fait, il y avait des positions où ses nerfs ne respiraient pas, des positions où ses nerfs y respiraient, on essayait de favoriser la position où les nerfs y respiraient. Tout simplement. Et du coup, alors c'est une patiente que j'ai pas suivie longtemps parce que c'était pendant les vacances d'été, donc j'ai pu la voir je l'ai vue assez régulièrement pendant quelques semaines et, et après j'ai arrêté de la voir. Mais je sais que au début, il y avait pas mal de motivation, elle faisait, puis en fait, après elle avait discuté avec son coach et lui il disait qu'il fallait plus s'étirer, qu'il n'y avait pas forcément besoin de renforcer comme ça. Elle avait plus de confiance en lui, donc elle m'a dit qu'en fait elle faisait les choses avec moi, mais que vu que son coach lui disait que c'était pas forcément utile, elle le faisait pas.
Et donc c'est le dessin que j'ai mis ici, j'ai mis aussi avant, c'est qu'en fait, alors on va toujours lutter, enfin lutter. Il y aura toujours des choses avec lesquelles nos patients, voilà, ils auront des croyances, on va se heurter à ça, mais dans le cadre du sport, bah, vous allez parfois devoir lutter contre le coach, en qui la personne a la plus confiance, entre l'équipe médicale du club, tout un tas de choses qui peuvent en fait rendre la prise en charge plus compliquée. Alors je dis pas que c'est comme ça à chaque fois, bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pris 3 cas qui illustrent ce que j'avais envie de vous montrer. J'aurais pu prendre 3 cas avec qui tout s'est bien passé et j'aurais pu faire une vidéo. Les sportifs sont les meilleurs patients. J'aurais pu faire exactement l'inverse. Mais, euh, mais voilà, là je voulais montrer ça et c'est des choses voilà, où je me rends compte et en fait c'est des choses qui font que quand c'est présent, bah, le coach et l'équipe médicale qui vont contre mes soins ou ce que je propose, et ben c'est difficile. Surtout que moi je suis plutôt d'avis à me remettre en question et à me dire ouais bah effectivement ça c'est peut-être que ce que je dis voilà mais dans un échange, une discussion en me disant oui bah d'accord ouais, on peut essayer ça, qu'est-ce qui te fait penser que c'est une bonne solution? Ah parce que moi je pensais que ça, qu'est-ce que t'en penses? On discute. Quand c'est imposé et qu'il y a aucun débat possible, moi j'ai pas le temps pour ça. Franchement, je gère pas ce genre de situation parce que ça me saoule. En fait, si on a une discussion d'égal à égal, ça me va très bien. Si toi tu sais mieux que moi, bah on va pas discuter. C'est sûr et certain, on va pas discuter. Et j'ai pas le temps pour ça. Et j'ai pas l'envie, j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et on va finir avec un tennisman, cas assez marquant aussi. Donc c'était un tennisman qui avait plus de 25 ans, c'était un tennisman professionnel, donc qui était bien classé, gagnait sa vie avec le tennis. Qui avait des douleurs au bas du dos et des douleurs au niveau des épaules, avec des diagnostics de purcite tendinite au niveau d'épaule. Bon, il y avait un fond de pathologie inflammatoire, on va pas en parler. Il y avait qui pouvaient expliquer les douleurs au dos en fait, et parfois les douleurs aux épaules. Donc il y avait ça, et du coup, on fait le bilan. Donc c'était, ça pour le coup, c'était il y a vraiment longtemps en plus, hein. Je devais être diplômé depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Test de force, test de mobilité au niveau des épaules, donc c'était très sommaire aussi, hein. Mon bilan était très très moyen à l'époque. Ensuite, bah, tout un tas de questions relatives aux douleurs inflammatoires, parce que c'est quand même important. C'est drapeau rouge, quand c'est pas documenté, bien évidemment. Donc là, c'était documenté, mais j'avais besoin d'en savoir plus, donc voilà. Ensuite, nutrition. Et là, c'était très intéressant parce qu'en fait, la nutrition, il y avait aucun plan alimentaire, il y avait rien du tout. Euh, pas de, le tennis, par exemple, c'est un sport où on est amené à jouer parfois tous les jours. Donc il faut une certaine alimentation avec une bonne répartition, notamment bah, des glucides pour récupérer plus vite. Bah, il faut un apport en protéines. Il faut avoir l'apport en lipides qui est quand même le minimum qu'il faut pour être en bonne santé. Il faut des bons apports micronutritionnels parce qu'on se donne quand même sur un terrain de tennis. Et en fait, j'étais surpris de voir une nutrition qui était vraiment une nutrition de monsieur et madame tout le monde, avec peut-être un peu plus en termes d'apport calorique, mais la répartition et tout ça, c'était pas du tout un sujet pour lui. Et la prépa physique, où pareil, j'ai été un petit peu étonné, c'était une prépa physique qui était la même tout au long de la saison, peu importe le nombre de matchs joués, avec aucune programmation en termes justement de charge d'entraînement, c'est-à-dire que par exemple pour les ischios, ça pouvait être des ischios sur ballon, en série de 3 ou 4 fois 10 ou 12 répétitions, et qui restait ça toute l'année. Et donc, bah, voilà, une prépa physique, bon, bah, il faut quand même augmenter la charge à certains moments quand c'est possible. C'est comme si vous voulez prendre des biceps, vous prenez une barre olympique, 3 séries de 10 2 fois par semaine et vous faites ça toute l'année. Bah, si vous augmentez pas les répétitions, le nombre de séries, la charge, ou des choses comme ça, bah, vous n'allez pas prendre plus de biceps arrivé à un moment. Et donc, bah voilà, il y avait des moments où il jouait moins, donc on aurait pu mettre en place certaines choses et tout ça. Mais en fait, j'étais vraiment étonné que, en fait, le plan actuel, il y avait vraiment du hasard, quoi, dans la nutrition et la prépa physique. C'était très hasardeux. Et là, pour le coup, j'avais été surpris. Je me suis dit, mais il y a des leviers incroyables pour performer davantage. Et donc ça, c'était vraiment la première chose qui m'avait vraiment marqué, quoi. Et donc en termes de plan, bah, le plan il était pas compliqué en soi, hein. C'était faire du renforcement avec une programmation en disant bon bah on démarre ici,
Là, tu joues pas en ce moment, bah on va essayer de progresser sur ça, en mettant du travail spécifique peut-être sur les épaules et tout ça, et juste même sur les jambes. Enfin, ah tu fais tant de répétitions comme ça, bah on va passer à tant de répétitions, et puis là on va augmenter la charge. Là, vraiment, une programmation que n'importe qui, entre guillemets, pourrait faire, hein, avec quelques notions de sport, voilà. Adopter une diète, avec juste manger assez de protéines ou des choses comme ça, enfin, l'apport en protéines était relativement faible, après, donc, il y avait aussi tout un tas d'idées reçues, hein, par exemple par rapport à la protéine en poudre et à la créatine, en disant devant expliquer que c'était pas des produits dopants, en allant sur l'Agence mondiale antidopage pour montrer que c'était pas inscrit dessus ces produits-là. Et même avec ça, bon, bah, la créatine n'a pas voulu en prendre, alors que ça peut avoir des effets bénéfiques dans ce type de sport. Donc il y avait aussi beaucoup d'idées reçues. Et donc j'étais étonné aussi, ça veut dire que effectivement bah, le dopage, ça peut être c'est un sujet quand on est sportif de haut niveau, mais de ne pas connaître les produits qui apparaissent et en fait, de se dire je ne prends pas ça parce que c'est un produit dopant, mais d'avoir jamais vérifié la liste des produits dopants, bah, pour moi ça m'étonne. Je trouve ça étonnant. Ça veut dire que tu ne manges pas ou tu ne consommes pas certaines choses, certains compléments alimentaires, sans savoir. Après, il peut y avoir d'autres contaminations, mais on va dire de base, si tu achètes de la créatine, il y a juste de la créatine, mais ça n'a jamais été noté sur la liste des produits antidopants. Donc pourquoi se l'interdire sans vérifier? Je trouve ce comportement assez marrant aussi. Et il y avait aussi une question de ne pas se faire infiltrer pour rien, notamment avec les douleurs d'épaule et les douleurs au bas du dos de type inflammatoire. Bon, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent être proposées, hein. Vous avez beaucoup de... voilà, les infiltrations chez les sportifs, ça peut être fréquent, on va dire. Et vous avez une vidéo ici pour comprendre justement pourquoi, dans le cas de douleurs sous-acromiales, les infiltrations, c'est pas efficace, et même pourquoi ça peut avoir des effets négatifs, hein. Donc un plan qui était très simple. Là, franchement, le plan, il est très simple. On n'est pas dans des choses très minutieuses, hein. Là, franchement, on n'est pas dans des trucs, des choses très fines. C'est juste mettre en place quelque chose de basique, on va dire. Et bah, la réalisation du plan, ça a été tout l'inverse. Il a été voir un médecin réputé, voilà, qui a pris en charge d'autres sportifs, tout ça, avec infiltration à l'épaule directe. Donc infiltration à l'épaule, alors que bon, on s'était dit, les infiltrations, bon, c'est pas forcément utile, quoi. Le renforcement, il n'a pas été appliqué pour plein de raisons, mais il n'a pas été appliqué. Et donc, en termes de diète, bah là c'est là où j'étais le plus étonné, c'est que, en fait, c'est le dernier contact que j'ai eu avec cette personne qui m'a dit, j'ai été voir un naturopathe qui fait de la médecine chinoise, et il m'a dit, pour que j'arrête d'avoir mal, il faut que j'arrête le café et le chocolat noir. Plus de nouvelles depuis, c'était il y a très longtemps, hein. Et en fait, j'étais assez étonné, je me suis dit naturopathe, médecine chinoise, donc médecine non conventionnelle, qui repose sur pas grand-chose de scientifique, et ce qu'on peut appeler les médecines complémentaires et alternatives, et donc voilà. Et donc, voilà. Donc vraiment cette histoire de lutter contre certaines croyances, mais qui peuvent être qui peuvent être vraiment très importantes. Le sportif, il n'est pas forcément plus scientifique que les autres, hein, que la population générale. Voilà, il faut le savoir. Et justement, c'est ce qu'on va. Alors, je dirais pas forcément qu'il y a plus de croyances, quoique, dans cette population-là, quoique, en fait, c'est la suite de la vidéo, où justement, on va voir un petit peu ce qui se passe en termes justement de consommation des médecines alternatives et complémentaires dans le milieu sportif. Alors, il me semble que des fois j'ai mis juste médecine alternative, mais en fait là on parle vraiment de médecine alternative et complémentaire. Donc complémentaire c'est en plus de la médecine conventionnelle, et alternative c'est à la place d'eux. Donc par exemple, si vous allez voir votre chiro en plus de votre médecin, bon bah c'est complémentaire. Si vous allez voir votre chiro à la place de votre médecin, bah là vous êtes vraiment dans l'alternative. Et donc on a un sondage, et on va voir en fait que c'est des croyances, hein, qui sont ancrées, des choses liées à la culture notamment, parce qu'on a 3 études différentes menées dans des pays différents, et on va voir que la consommation des soins, elle varie en fonction de la culture, justement. Ça, c'est hyper intéressant. Donc on a un sondage qui a été mené sur 309 athlètes universitaires aux États-Unis, et donc 56% des athlètes ont utilisé une forme de médecine alternative dans les 12 mois précédents. Donc un peu plus d'un sur deux. Les femmes étant significativement plus nombreuses, avec 67% que les hommes, 49%. Dans ces techniques utilisées, il y avait le massage dans 38% des cas, suivi de la chiropraxie 29%, donc là on est aux États-Unis, hein, donc aux États-Unis la chiropraxie c'est plus répandu que l'ostéopathie, hein. L'ostéopathie c'est vraiment en France qu'on kiffe ça.
le Lomi Lomi, donc ça je connaissais pas, mais c'est en fait un massage traditionnel hawaïen, et l'acupuncture 12%. Et en fait, on voit que, en fonction de certaines origines, par exemple les athlètes d'origine hawaïenne, on va prendre par exemple, eh ben, ils avaient tendance à utiliser des formes de médecine alternatives d'origine hawaïenne, comme justement le Lomi Lomi. Donc c'est là qu'on voit l'impact de la culture dans le choix des médecines alternatives et complémentaires. L'étude elle révèle que l'utilisation des médecines alternatives elle est courante chez les athlètes universitaires, avec un taux plus élevé que celui de la population adulte générale aux États-Unis. Et ça c'est intéressant de le noter. Donc en fait on a une population chez le sportif qui a plus tendance à consulter les médecines alternatives et complémentaires. Ensuite, si on regarde un petit peu les sports, donc c'est aux États-Unis, hein, donc les femmes, elles avaient plutôt tendance, enfin là où il y avait les taux les plus élevés d'utilisation de médecine alternative et complémentaire, c'était le football, le softball et le volleyball. Et chez les hommes, c'était le volleyball, la natation et le plongeon et le football. Voilà, donc comme ça on voit la répartition, elle dépend du sport, elle peut dépendre du sexe, voilà. Et en résumé, la majorité des athlètes, en particulier les femmes, bénéficient d'une approche de soins intégrés impliquant à la fois des médecins et des praticiens de médecine alternative. Donc là, c'était pour l'étude donc athlète universitaire aux États-Unis. On va passer à la suivante. Et là, on est en Allemagne. Là, c'est une étude transversale menée entre 2012 et 2013, donc ça date un petit peu. 505 athlètes de différents sports, avec des adolescents et des adultes. Et on a les résultats principaux ici. Et donc la fréquence d'utilisation, c'est 69% des 334 athlètes. Bon, les 334, c'est ceux qui ont complété toutes les sections du questionnaire. Donc 69% ont rapporté avoir utilisé au moins une forme de médecine alternative ou complémentaire au cours de l'année précédente. Et donc, qu'est-ce qui était le plus populaire? On avait l'ostéopathie avec 11% des athlètes, la médecine à base de plantes 17%, vitamines et minéraux 32%, techniques de relaxation 15%. Donc là, alors c'est pas tout à fait la même population, bien évidemment, mais on voit que c'est pas les mêmes choses qui ont été utilisées. Ensuite, on avait des différences selon le genre et le sport. Donc les femmes avaient tendance à utiliser plus ce type de médecine donc, ou de technique, 83,1%, que les hommes, 65,8%, avec une préférence marquée pour les remèdes à base de plantes. Les athlètes de sport individuels avaient une plus grande utilisation des médecines alternatives et complémentaires, 81,5% par rapport à ceux de sport d'équipe, 62,2%. En fait, on voit qu'en fonction de la culture, du type de sport, du sexe, et ben on va avoir une utilisation qui va être différente. Et donc, ces médecines, elles sont largement utilisées chez les athlètes allemands d'élite, et beaucoup la considèrent comme utile. Là, ce qui est intéressant, c'est savoir qu'est-ce qu'on considère comme utile. Est-ce que c'est pas à chaque fois une confusion entre la corrélation et la causalité, et juste en fait, bah, c'est tout un tas de choses comme l'évolution naturelle de la douleur, la régression à la moyenne ou quoi qui fait effet. Les chercheurs suggèrent que des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'efficacité, la sécurité et le coût justement de ces médecines dans le cadre des sports de haut niveau. Effectivement, il faut être sûr que ce soit efficace, sécuritaire et en fait, juste que la balance bénéfice-risque elle soit positive. Et pareil en termes de coût, hein, parce que ça a quand même un coût, ces pratiques-là. C'est comme les personnes qui vont vous dire oui, me teste l'ostéopathie ou la chiropraxie, ça coûte rien, bah ça coûte 50 balles. Si c'est option, il va me falloir monsieur 4 séances pour tout traiter, fallait venir avant, bon bah tout de suite ça augmente le prix. Donc voilà. Je caricature, mais ça coûte de l'argent. Et ensuite, on a une étude en Corée, donc là c'est 705 athlètes, et les résultats principaux, donc la fréquence d'utilisation, c'est 83,3% des athlètes qui ont déclaré avoir déjà utilisé la médecine coréenne, qui est une médecine alternative, contre 73,8% dans la population générale. Donc on se retrouve encore une fois avec les athlètes qui ont une prévalence d'utilisation plus élevée que la population générale. Type de traitement. Les traitements les plus populaires incluent l'acupuncture, 95,8%, le cupping, donc ça vous connaissez, hein, c'est les ventouses, 80,5%, la moxibustion, 70,1%, donc ça c'est quand on met de l'armoise sur des points d'acupuncture et on fout le feu dessus, je crois. Et la pharmacoponcture, ça c'est un mix entre l'acupuncture et des remèdes à base de plantes, on combine les deux, ça donne la pharmacoponcture. Les traitements à base de plantes étaient moins populaires, 21,6%. Motif d'utilisation. La majorité des athlètes utilisaient la médecine coréenne pour traiter les entorses, les maux de dos et d'autres problèmes musculo-squelettiques. Le principal motif était l'efficacité des traitements. Donc toujours la même question, comment on mesure cette efficacité, sachant que ça c'est des choses que par exemple peuvent faire un kiné, hein, c'est de la rééducation hein, finalement. Surtout, vraiment le kiné c'est le professionnel des problèmes musculo-squelettiques. Donc voilà.
En termes de préoccupations concernant le dopage, 62% des athlètes pensent que les traitements à base de plantes prescrits par les cliniques de médecine coréenne sont sans risque de dopage. Mais il y a une partie qui reste préoccupée par le potentiel dopage des produits à base de plantes. Bon, c'est quand même un sujet voilà, pour les sportifs. Recommandation de la médecine coréenne, donc 70,8% des athlètes sont prêts à recommander la médecine coréenne à d'autres athlètes, citant principalement l'efficacité des traitements. Toujours la même question, encore et encore, comment on évalue cette efficacité? Et on verra justement après comment on peut se faire avoir, quoi. Et à la fin, je vous proposerai des vidéos sur ma chaîne pour comment ne plus se faire avoir. Implication, donc l'étude suggère d'accroître, ça c'est intéressant, l'étude suggère d'accroître la sensibilisation et l'éducation des athlètes sur la médecine coréenne pour optimiser son utilisation, en particulier pour les performances et la prévention des blessures. Elle recommande également des recherches supplémentaires pour valider l'efficacité et la sécurité de la médecine coréenne, notamment en ce qui concerne les produits à base de plantes et leur conformité aux normes antidopage. Et là en fait ce qui est intéressant, c'est que je vous l'ai mis dans le sens dans lequel c'est écrit dans l'étude. Donc en fait, on suggère d'accroître la sensibilisation et l'éducation à la médecine coréenne pour optimiser son utilisation, en particulier pour les performances et la prévention des blessures. Et ensuite, on enchaîne avec une autre phrase. Elle recommande également les recherches pour valider l'efficacité et la sécurité. Donc, d'abord, on optimise son utilisation et après, on voit si c'est efficace et si c'est sécuritaire. Moi, j'aurais fait l'inverse, personnellement. Donc, je trouve ça très intéressant de le mettre dans ce sens-là dans l'étude. Ça m'interpelle un peu. Par conséquent, des campagnes dynamiques de promotion de la médecine traditionnelle menées par les entraîneurs, les préparateurs physiques et les médecins d'équipe auprès des athlètes permettront non seulement d'accroître l'utilisation de la médecine traditionnelle, mais aussi d'améliorer le traitement, la confiance et la perception des traitements et des suppléments à base de plantes dans la communauté sportive coréenne. Bon, moi si c'était moi, je dirais, est-ce que c'est vraiment efficace? On met en place des protocoles rigoureux, on voit que c'est pas efficace, enfin, on compare, et puis après on voit si on utilise ou pas. Mais voilà, l'acupuncture, je vois pas ce que ça va faire. Ça, c'est du placebo en fait, hein, tout ça, c'est. Voilà. Attention aux gourous. Donc, les gourous parviennent à attirer des clients pour leurs interventions de diverses façons, mais l'une de leurs armes clés, c'est l'attente. Il existe une abondance d'informations montrant que l'enthousiasme clinique, la nouveauté, le coût sont liés à des résultats améliorés parce qu'en fait, on va juste moduler, enfin, ça va augmenter les attentes, on va augmenter les attentes positives. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur la communication dont je vous ai pas mis la miniature, et la vidéo, il me semble, sur le placebo que je vous montrerai juste après. En fait, on crée de l'attente, et en fait, ça augmente l'effet placebo, les effets contextuels et tout ça, et du coup, on a des meilleurs effets. Mais en soi, les effets spécifiques de la pratique, elles sont nulles. Et vous devez voir, si on prend vous devez voir des personnes sur les réseaux qui vous proposent des choses éclatées, les réflexes archaïques, bon, il y a d'autres choses, mais voilà, des choses comme ça, et vous avez des sportifs qui vont témoigner, oui, ça marche, nanana, c'est super bien, il faut que tu fasses ça, qui vont recommander autour d'eux, tout ça, alors qu'en fait, c'est éclaté du début à la fin, et ça s'explique par des processus, des choses qui sont très bien expliquées dans la littérature scientifique, hein. Les effets contextuels, on connaît quand même un petit peu. Et attention aux mauvais traitements. Donc là, on a parlé dans les médecines non conventionnelles, mais on va parler des médecines conventionnelles, hein, parce que les praticiens de la médecine conventionnelle proposent des traitements qui reposent sur une base théorique raisonnable, hein, contrairement à l'acupuncture par exemple, mais qui manquent de preuves scientifiques ou cliniques. Et par exemple, si on regarde les infiltrations, par exemple dans les facettes articulaires pour des douleurs lombaires, c'en est un exemple, car ça possède une base théorique solide pour justifier leur efficacité, mais elles manquent encore de preuves scientifiques et cliniques fondamentales. Effectivement, si on reprend même les infiltrations pour les épaules, bon, l'efficacité clinique, les preuves cliniques, elles sont faibles, voire inexistantes, hein. Donc le malaise provoqué par la remise en question de l'efficacité de ces traitements est néfaste pour toutes les parties impliquées. D'un côté, des médecins qui utilisent des thérapies en croyant que c'est bien, mais en fait c'est nul, et de l'autre côté, le patient qui peut se taper des effets secondaires pour un truc qui sert à rien, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'on revient à la critique qui fait partie intégrante des choses si on veut s'améliorer. Si vous voulez pas vous améliorer, on critique pas. Si vous voulez vous améliorer, on critique. Et si on revient tout à l'heure, hein, alors on va partir sur les chiropracteurs. Donc la chiropraxie c'est tout aussi éclaté que l'ostéopathie, avec ses fondements euh, philosophiques et tout ça, bon c'est éclaté. Euh, mais voilà, faut s'autoriser à le critiquer. Et en fait, c'est une forme de respect qu'on critique par exemple la chiropraxie. Parce que si on la critique pas, ça va vous priver peut-être d'améliorer certaines choses. En plus, ne pas critiquer, c'est ne pas respecter, hein. Si on vous dit, si quelqu'un vous dit, si je vous dis par exemple la chiropraxie, c'est vraiment super et tout, bah en fait, je suis pas respectueux envers vous. En fait, je vous mens parce que j'estime que vous n'êtes pas capable d'affronter la réalité et d'affronter la critique de votre métier. Franchement,
Moi, je vous respecte, donc du coup, je critique justement parce que j'estime, si vous êtes des adultes, que vous êtes capable d'encaisser cette critique. Donc, vous n'êtes pas des enfants, a priori, si vous êtes chiropracteur. Donc là, on va prendre un exemple chez le cheval. Pourquoi chez le cheval? Tout simplement parce que c'est dans cette étude-là, il y a un exemple, donc je vous le prends. Mais après, on transposera chez l'être humain. Donc, chez la tête équin, le cheval, quoi. Le traitement des tendinopathies par cellules souches semble donner d'excellents résultats, permettant à de nombreux chevaux traités de retourner à la course. Donc là, si on voit ça, on se dit, c'est formidable, les traitements par cellules souches. Après le traitement par cellules souches, les chevaux suivent une rééducation longue et intensive de 12 mois ou plus. Bon là, on se dit, ok, peut-être c'est pas... Est-ce que c'est que les cellules souches? Les chevaux de course souffrant de blessures tendineuses et non traités par cellules souches n'ont presque jamais le luxe d'une longue rééducation. Ils sont habituellement retirés de la compétition. Ah, ok. En dépit des bons résultats des injections de cellules souches, les chercheurs doivent comparer la rééducation seule par rapport aux cellules souches associées à la rééducation. Parce que peut-être qu'en fait, ça reviendrait au même. Sans cela, il est difficile d'affirmer de manière convaincante que ce sont les cellules souches elles-mêmes qui effectuent la guérison. Oh, ils disent là qu'il faudrait appliquer un protocole scientifique pour savoir si les cellules souches ont un intérêt. Donc voilà, vous voyez bien là que effectivement, en fait, ça se trouve que tous les bénéfices qu'on retrouve qu'on attribue aux cellules souches, en fait, il faut les attribuer à la rééducation longue et intensive. Voilà, tout simplement. Donc si on prend ça chez l'être humain, donc si un athlète a une blessure nécessitant une prise en charge conservatrice sur une période prolongée, l'équipe médicale serait-elle prête à recommander cela au manager ou à l'entraîneur? Si par exemple on prend les injections de Tromil dans les muscles, alors le Tromil alors ça se présente sous forme d'infiltration, même de comprimés, c'est des mélanges d'extraits biologiques de plantes et de minéraux. Enfin bon, ça peut même se rapprocher de l'homéopathie. Enfin, c'est pas ouf quoi. On pourrait supposer qu'une intervention permet de fixer la durée de la récupération, ce qui réduit le stress pour celui qui doit annoncer la durée de l'arrêt. De plus, les entraîneurs et managers sont-ils plus réceptifs à la rééducation s'il y a d'abord une intervention jugée nécessaire et incontournable? En fait, là, admettons, vous êtes médecin, félicitations, vous êtes médecin, vous prenez en charge un sportif, et votre sportif, il vient de se blesser. Et vous devez dire à l'équipe, à ses coachs et tout ça, bah là, pendant 3 mois, il faut qu'il arrête et qu'il fasse sa rééducation. Et bah là, vous allez dire, putain, ils vont pas m'écouter, si je dis ça, ça va pas le faire. Par contre, si je lui fais une infiltration d'un produit miracle, mais pour que le produit miracle il fasse effet, il faut 3 mois. Et on en profitera pour faire une rééducation à côté. Bon, on a 3 mois devant nous, bon, on fera une rééducation. Bah, c'est peut-être plus facile de mettre ça en place. Voilà. Donc il faut. Est-ce que. Voilà, donc l'intervention magique, elle est peut-être juste magique parce qu'elle permet le temps de faire une bonne rééducation derrière. Peut-être. Même certaines interventions chirurgicales sont pratiquées malgré l'absence de cibles pathologiques, c'est ce qu'on peut retrouver pour certaines douleurs à l'aine. L'idée que la chirurgie soit le dernier recours pour gérer la douleur persistante est omniprésente dans le monde du sport et l'attente qu'une action, l'intervention miracle, soit plus efficace que la simple rééducation est très répandue dans le milieu sportif. Voilà, donc on a vraiment cette attente de la solution magique. L'opération, c'est ce qui va corriger le problème, alors qu'en fait, dans la majorité des cas, une rééducation, ça peut très bien faire l'affaire. Il y a des moments où la chirurgie, il va falloir y passer. Mais dans l'immense majorité des cas, et puis vous vous rappelez, hein, le truc ici, c'est que dans des douleurs non traumatiques, hop, on considère pas qu'il y a une blessure, donc ça veut dire on va pas opérer s'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas forcément toujours une raison valable d'opérer, quoi. Surtout s'il n'y a pas de lésion tissulaire. On oublie souvent que même si la prise en charge conservatrice comporte des risques, elle peut échouer. Même si on prend par exemple la chiropraxie ou l'ostéopathie qui utilise de la thérapie manuelle, il peut y avoir des augmentations temporaires de la douleur aussi. Les interventions exotiques en comportent aussi, en plus de l'absence de guérison, il y a des risques d'infection, de réactions indésirables ou de frustration. On se dit ouais, ça va vraiment me sauver, en fait non, ça n'a pas d'effet. Ce point est presque toujours éclipsé par l'engouement technologique où des praticiens convaincus promeuvent ces traitements à des athlètes qui ne sont pas en position de prendre une décision véritablement éclairée. Donc là, ça vient aussi des choses dont il faut faire attention aux gourous, il faut faire attention aux professionnels de santé qui se foutent de vous. Toute décision doit être prise de manière libre et éclairée. Donc on va faire une infiltration. Les chances d'efficacité, l'efficacité, c'est moyen. Il y a des effets secondaires. Est-ce que vous voulez toujours la faire? Oui, non. Voilà. Donc ça c'est intéressant, et on va s'arrêter sur ça. Là, c'est pour arrêter de se faire arnaquer, hein, respectez-vous un petit peu, croyez pas n'importe qui. Bon après là, vous êtes arrivé jusqu'à la fin vous êtes sur la chaîne, fin de vidéo, donc là forcément, normalement vous êtes la crème de la crème, donc ça vous connaissez en plus, vous l'avez vu, hein, ces vidéos, vous avez vu.
Donc voilà, là c'est pour comprendre que les gens qui disent, d'après mon expérience, c'est des charlatans, ou qui sont pas capables de sortir une preuve valable, hein, un témoignage ce n'est pas une preuve et tout ça, bon voilà. Là, c'est une version évoluée, on reprend certaines choses, mais on en ajoute aussi. Et là, c'est pour vraiment comprendre bah, l'effet placebo, les effets contextuels. En fait, comment on peut déduire que quelque chose marche alors que ça marche pas? C'est un peu le sujet de ces trois vidéos-là. Et en général, ce type de vidéo-là, j'ai fini avec une analyse de commentaires. Là, ça va être une analyse d'arguments. Donc c'est le bingo des arguments éclatés pour défendre les ventouses. Mais vous pouvez remplacer ventouses par n'importe quelle thérapie. Acupuncture, ostéopathie, chiropraxie, réflexe archaïque, tout ça. Donc, on a par exemple, c'est utilisé par les sportifs. Donc voilà, l'argument d'autorité. Bon, voilà, le sportif, est-ce que parce qu'un sportif utilise quelque chose, c'est efficace? Absolument pas. Donc effectivement, on se dirait, ce sportif-là, il gagne, il utilise cette technique, donc il y a un lien de causalité directe entre les deux? Absolument pas. Okay, donc vous ne faites pas avoir avec ce type d'argument-là. La science ne peut pas tout expliquer. Bon, si vous acceptez ce genre de choses, vous allez accepter tout et n'importe. Si vous acceptez cet argument, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Ou pareil, hein, on va finir par montrer que ça marche. Là, si vous acceptez cet argument-là, vous acceptez tout et n'importe quoi, hein. Donc ayez un petit peu d'esprit critique. Prouve-moi que ça marche pas. Bon là, c'est l'inversion de la charge de la preuve, hein. Non, si tu me dis que ça marche, c'est à toi de me montrer que ça marche. Ça a soulagé mes douleurs de dos, donc bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Un témoignage n'est pas une preuve. C'est utilisé dans le monde entier, bon ça c'est un appel à la popularité, hein. Donc par exemple si on remonte à il y a 3000 ans et qu'on fait un sondage, il y a de fortes chances que tout le monde dise que la Terre est plate, en fait pourtant elle était déjà sphérique, hein. Pas d'effets secondaires, bah il y a toujours des effets secondaires, hein, voilà, qu'est-ce qu'on a? C'est naturel, pas comme les médicaments, donc le naturel qu'on retrouve dans la naturopathie, d'accord, ok, donc bah, le cyanure c'est super naturel, hein. Est-ce que c'est bon? Pas sûr du tout. Bon, des médecins à la pratique, on retombe sur un argument d'autorité. C'est utilisé depuis des milliers d'années. Justement, dans cette vidéo-là, on fait un point sur la saignée qui a été pratiquée pendant des milliers d'années, et c'est quand on a commencé à mesurer les effets avec les statistiques qu'on s'est rendu compte qu'on tuait plus de gens qu'on en sauvait. Donc, absolument pas une preuve. Oui, mais c'est la médecine chinoise millénaire. Non, c'est pas un argument, absolument pas. Comme je vous dis, la saignée pendant des milliers d'années, et en fait on a tué plus de gens qu'on en a sauvés. Voilà, ça faut le savoir. Donc on a, voilà, ça coûte rien d'essayer, bah, ça va te coûter tes 50 balles option faut revenir. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc en fait, si une personne, elle utilise, donc ça, en partie c'est des sophismes, hein. Donc c'est des arguments qui semblent logiques ou rationnels, mais en fait ne le sont pas. Et en général, il suffit d'un contre-exemple pour le faire tomber. Donc si vous tombez quelqu'un qui vous défend sa position avec un sophisme, vous contrez son sophisme, il en reprend un autre, vous le contrez, tout ça, si à bout d'un moment, ou si vous faites ça, c'est que si vous, pour défendre votre idée, vous êtes obligé d'utiliser des arguments qui sont ni logiques ni rationnels, bah c'est peut-être que votre idée elle est pas défendable et il faut peut-être tout simplement arrêter de la défendre, hein, tout simplement. Bah donc c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'on doit être à l'heure, peut-être un peu moins, je pense que ça a été assez fluide, j'ai été assez rapide, et donc bah, du coup on se dit à la prochaine, salut.